Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 4 de ce Tour de France 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur l'étape de Nogaro. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Et puis, on fera le débrief de ce sprint, l'étape et flop, le bilan des Bleus, comme tous les soirs, la note de l'étape également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Vous pouvez, si vous avez les moyens que vous voulez soutenir la chaîne, faire un super thanks. Et puis vous pouvez aller voir TikTok sur les plateformes, enfin vous abonner à TikTok. Et puis vous pouvez aller voir EPS 2.0 sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Google, Spotify. J'ai fait dans le bon ordre. J'ai tout dit. On peut commencer avec cette vidéo. Comment dire Purjas, hein, Purjas. Pour plusieurs raisons. Mais oui, l'étape n'a pas été passionnante. C'est-à-dire qu'on a eu une échappée avec de la place et Cosnefroy qui se demandait bien ce qu'il foutait là. Et ensuite, on a eu une étape qui s'est finie de manière assez calme, pour le dire gentiment, même très calme. Et puis il y a eu ces 3 derniers kilomètres avec ce sprint du côté de Nogaro qui a un peu réveillé, qui m'a un peu réveillé. Parce que jusqu'à 15 bornes de l'arrivée, vraiment, même dans le peloton, c'est pas très nerveux. C'est vraiment les étapes où il se passe rien. Vraiment les étapes très très calmes. Et ensuite, ça s'est un peu excité sur la fin. Et ces 3 derniers kilomètres et demi du côté de Nogaro, qui ont été intéressants parce que Nogaro, je pense, c'est une belle piste pour faire une arrivée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de virages, il y a une assez belle ligne droite, et il y a quand même quelques courbes qui sont sympas, mais comme il y a une belle largeur de piste, ça passe. Et il y a beaucoup de coureurs qui se sont fait avoir par les courbes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui n'avaient pas bien repéré le parcours sur les cartes, parce que je vous avais parlé de ces 2 derniers virages auxquels il fallait faire attention, et où il y avait un petit banking et où il fallait faire attention. Et je pense qu'il y a dans beaucoup d'équipes, on n'avait pas bien regardé le circuit, on s'est dit, arriver sur circuit, ça va. Non, c'est pas n'importe quel circuit Nogaro. Parmi les circuits français, on pourra avoir une belle arrivée, je pense, au sprint. Je réfléchissais à ça parce que l'étape était tellement chiante qu'il n'y avait rien à foutre. Je me suis dit, les Dénons, ça peut être une belle arrivée. Parce qu'en plus, c'est vallonné, les Dénons. Ça peut être... alors, c'est plus court, mais une belle étape punchy à les Dénons, ça pourrait le faire. Des championnats de France à les Dénons, tiens. Ça pourrait être sympa. On passe tout de suite au point noir de la journée. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est assez récurrent sur ce Tour de France, la réalisation qui a été aux fraises. Je pense... Je sais pas si sur le site du Tour, ils ont mis le dernier kilomètre en replay. Mais de toute manière, c'est impossible à voir en replay, le dernier kilomètre. Sans déconner, c'est filmé, mais comme une merde. Je me demande, comme on est sur un circuit, comment c'est possible de ne pas avoir pensé à utiliser un drone dans la dernière épingle. Mais comment c'est possible? Ce qui fait que c'est super mal filmé. Et alors, le pompon, c'est la caméra hélico qui filme pas la tête du peloton, qui se concentre sur la chute de Wareskjold et de Zinglé. Putain. Donc, tu sais pas comment il y en a des qui arrivent. La fin du sprint de Cavendish, je sais pas comment elle se passe. Parce que Cavendish, il est pas super bien placé, il finit 4. Alors, comment il finit 4? Je peux pas te le dire. Parce que c'est tellement mal filmé sur la fin, c'est fou quand même. C'est une ligne droite, il y a 750 mètres. Je crois qu'il n'y a rien de plus con à filmer. Ils arrivent à foirer ça du côté de la réelle du Tour de France. C'est fantastique. Je pense aussi que cette impression de Purjas qu'on a depuis quelques temps, c'est aussi parce que c'est super mal filmé, il faut le dire. Ce qui renforce encore plus l'effet Purjas. Là, je ne sais pas comment ils arrivent à foirer comme ça la manière de filmer un dernier kilomètre. On est sur un circuit, je crois que c'est quand même l'endroit idéal pour placer des caméras. Ils le font mal. Et la caméra hélico, je suis désolé, mais elle ne doit pas filmer les chutes, elle doit se concentrer sur les coureurs de devant. Donc le réal est mauvais,
Mais les caméramans, alors soit ils reçoivent des consignes de merde de la part du Real, certes, mais en plus ils sont pas très fut-fut. Et je pense que le fait d'avoir filmé Varejkol, c'était pas une idée d'Anthony Forestier, c'était une idée des caméramans. Les caméramans, il faudrait qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et puis Anthony Forestier aussi, parce que filmer de cette manière-là la plus belle course au monde, la plus grande course au monde, peut-être pas la plus belle, Roubaix est plus beau. C'est monstrueux. Enfin, voilà, ça fait depuis des années qu'on dit ça. Il y a un moment aussi, je me dis que les diffuseurs étrangers, faut qu'ils gueulent, quoi, parce qu'on ne peut pas se contenter de cette réalisation-là. C'est catastrophique depuis des années. Mais j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui se plaignent de la réalisation. Les images sont dégueulasses. On serait tombé depuis très longtemps sur RCS avec des images pareilles. Il a du cul même Anthony Forestier de pas être chez RCS. Note de l'étape 5 sur 20. Oh bah c'est l'ennui à l'état pur. Heureusement qu'il y a ces 5-6 derniers kilomètres qui sont un peu plus nerveux. Mais oui, sinon il n'y a pas grand chose. Mais en même temps, je mets 5 sur 20, je ne vais pas une plus mauvaise note parce que contrairement au Tour d'Italie, il n'y a pas de carotte pour les baroudeurs. Et on revient toujours au même problème sur le Tour de France, c'est que tu sais que le classement de meilleur grimpeur est quasiment impossible à récupérer pour un baroudeur. Tu sais que le classement du maillot vert est quasiment impossible à récupérer pour un baroudeur. Le classement de la combativité, si tu es coureur étranger et que tu te retrouves en échappée avec un Français, tu sais que tu n'as aucune chance de le récupérer vu comment c'est fait. Bah ouais. Alors, pour la notoriété, mais si c'est pour te faire engueuler pendant 2 heures par ton directeur sportif, bah la notoriété, tu la laisses de côté. Il n'y a quasiment aucun intérêt aujourd'hui à partir en échappée sur ce type d'étape. Il y a un point au classement de la montagne à aller chercher. Je ne sais même pas c'est quoi Alors, le sprint inter... Alors, le classement de la combativité, ça va être 2000 balles. Le sprint inter, c'est peut-être 1000 euros ou 1005. Un quatrième catégorie, ça doit être 200 balles. Je ne sais même pas si c'est 200 balles. Autant te dire qu'il n'y a même pas d'intérêt financier. L'intérêt publicitaire, il est minime aussi. Parce que toutes les équipes qu'on voit là sur le Tour de France, en fait, elles sont connues. Il n'y a pas d'équipe qui vient de se lancer et qui a besoin de notoriété. Et puis il y a quand même des leaders. Chaque équipe a quand même des leaders. Il y a peu d'équipes qui sont sans leader à la fois pour sur les sprints. Il y a quand même peu d'équipes qui n'ont pas de leader pour les sprints et qui n'ont pas de leader également pour le général à protéger. Donc ouais, au final, il n'y a pas grand monde qui veut partir en échappée. Et je les comprends. Je suis désolé, mais tant qu'il y aura... Et ça fait depuis des années que je le dis, tant qu'il n'y aura pas de carotte pour les baroudeurs, il n'y a aucun intérêt à partir en échappée sur les étapes de plat. Donc, après, c'est bien fait pour ASO parce que pourquoi on n'a pas ce problème-là sur le Tour d'Italie? Parce qu'il y a des carottes sur le Tour d'Italie. Tu as le classement des sprints intermédiaires, tu as le classement de la Fuga, tu as ce genre de choses qui fait que quand tu pars en échappée et que tu pars en échappée régulièrement, tu arrives quand même à te faire une petite notoriété. Là, s'il y avait un coureur qui avait fait 150 bornes tout seul, on en parle ce soir. Dans 2 jours, on a oublié qu'il y a un coureur qui est parti tout seul parce que il n'y a rien qui nous ferait le rappeler. Bon, il y a un moment... Puis en plus, si c'est pour avoir le classement de la combativité avec un dossard gris dégueulasse, je pense qu'on peut s'en passer. Donc tant que ça sera comme ça, il n'y aura pas d'échappée sur le plat intéressante. Et c'était prévisible. Moi, je crois que j'avais dit 2-3 coureurs. Il y en a 2 qui sont partis en échappée. Comme quoi... Et souvent sur mes paris, en plus, des fois, je me plante. Mais là, aujourd'hui, je ne m'étais pas planté. Bon, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Bilan des Bleus qui va être rapide aujourd'hui. Je commence avec Brian Cocard. Ils ont bien joué chez Cofidis. Bien mieux joué que chez Intermarché, par exemple. Mais que j'ai pas mis en flop Intermarché. Donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Alexis Renard a fait un super boulot, mais je trouve qu'il fait du bon boulot avec Brian Cocard. En plus, ça matche bien entre les deux. Je trouve que depuis le début de saison, ça se passe très bien entre Alexis Renard et Cocard. Et Renard fait vraiment du bon boulot. Et il fait le job pour Brian Cocard. Et c'est vraiment mieux un équipier, il le fait très très bien. Brian Cocard, il a été intelligent parce que contrairement à hier où Guermey s'est pas replacé dans les roues, il n'y a rien qui a fonctionné hier chez Intermarché. Là aujourd'hui, Brian Cocard, il se replace dans la roue de Christophe
Ce qui n'est pas une mauvaise roue parce que tu te dis, Christophe, il va peut-être anticiper le sprint. Même en plus, vent de face, Christophe, c'est plutôt Enfin, à une époque, c'était plutôt une belle carte, surtout qu'en plus, à ce moment-là, Christophe avait encore un équipier devant. Et puis, bon, pas de chance pour eux, il y a une vague qui arrive sur la gauche, emmenée par Alpecin, et qui déborde ce groupe-là. Et ensuite, Coquard se fait un peu enfermer par des Cavendish et autres qui sont dans la vague. Avant que le sprint de Cavendish et de Groenewegen se déclenche, il se fait enfermer. Mais je trouve qu'il a vraiment bien joué le coup. Quand t'as pas un train complet, il y a un moment, il faut tenter des choses. Je trouve que Brian Coquard, il a tenté. Et je rappelle qu'on était quand même sur un sprint qui était tout plat, parce que je sais pas qui a osé dire que c'était en faux plat montant. Il doit y avoir 1% de déclivité, je pense qu'il faut pas déconner non plus. C'était un sprint tout plat. Et ça fait depuis longtemps que Brian Coquard, sur un sprint comme ça, tout plat, avec une grosse opposition, avait pas fait un top 5, donc il a plutôt fait une belle perf. Et sans avoir une grosse équipe autour de lui, je trouve qu'il a plutôt bien joué aujourd'hui, il peut être satisfait de son travail. Deuxième coureur top. Benoît Cosnefroy. Bon. Mais en fait, je parle de Benoît Cosnefroy parce que pourquoi je le mets en top? Pas forcément pour son échappée. Bon, il a animé la course, mais j'aurais pu mettre Anthony Delaplace. Mais pour sa réflexion, un moment avec le caméraman où il a dit « Mais qu'est-ce que je fous là? Parce que j'ai rien à gagner. » Traduction. Et il a totalement résumé mon état d'esprit sur ce type d'étape, c'est-à-dire que pourquoi partir en échappée quand il n'y a absolument rien à gagner. Sur les étapes de plat, on sait qu'il n'y a rien à gagner. Tu sais qu'il y a une chance sur 10 000 que tu gagnes parce que ça fait depuis des années que les équipes de sprinters sont tellement bien organisées que tu ne peux plus les avoir. Oui, il y a 15 ans, il y a jusqu'en 2010-2011, les équipes de sprinters, parfois, elles se plantaient, elles calculaient mal leurs coups et elles n'arrivaient pas à reprendre les échappées. Ça fait depuis 10 ans que c'est plus arrivé. Et ça n'arrivera quasiment plus. C'est-à-dire ce genre de choses, ça peut arriver sur des courses, je dirais, de deuxième division, mais sur des World Tours, ça n'arrivera plus. Sur les étapes de plat, il n'y a rien à gagner à partir en échappée. Pour aller chercher la victoire. Donc, il faut qu'il y ait des choses annexes, il faut qu'il y ait des classements annexes. C'est con qu'ASO ait toujours pas compris ça. Des fois, tu te demandes quand même chez ASO si Christian Prudhomme il regarde les courses cyclistes. Vraiment, des fois, j'ai des doutes, avec les mecs qui font la réglementation, parce que je me dis que certaines arrivées, quand il les pense, comme hier, il faut pas regarder souvent le cyclisme pour voir que ça va pas très bien se finir. Et les classements annexes, je pense qu'il ne faut pas regarder beaucoup de cyclisme pour pas comprendre qu'on arrivera de plus en plus à ce genre d'étapes. Ça va devenir la norme sur les étapes de plat si on ne change pas le règlement du Tour de France. Il faut changer le règlement du Tour de France, que ça soit sur le classement de la montagne, soit sur le classement du sprint. Pour moi, il y a deux solutions. Soit on revient à l'ancien barème sur le classement de la montagne et on décide que le classement de la montagne est accessible aux baroudeurs, soit on décide que c'est le maillot vert qui peut être accessible pour les baroudeurs. Mais il faut qu'il y ait un de ces deux classements qui puisse provoquer du spectacle dans les étapes de plat. Le maillot vert, ça peut être en plaçant plus de sprints intermédiaires dans la journée, déjà, et surtout qu'on puisse gagner autant de points à l'arrivée en gagnant une étape qu'en remportant tous les sprints intermédiaires de la journée. On pourrait avoir 3 sprints intermédiaires dans la journée qui rapportent autant de points que le vainqueur du sprint final, ce qui pourrait équilibrer les choses et donner envie à des baroudeurs de partir tôt le matin en échappée et de se faire la bagarre dans l'échappée pour les sprints intermédiaires. Soit c'est le classement de la montagne, on donne plus de points en 4e et 3e catégorie et on rééquilibre les choses au niveau du classement de la montagne. Voilà. Ou soit on décide de mettre un dossard des sprints intermédiaires ou un truc comme ça. Mais il faut redonner de l'intérêt à ces étapes de plat. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, aujourd'hui, je commence avec le vainqueur du jour, Jasper Philipsen. Il peut dire merci à Van Der Poel, Philipsen, parce que
J'ai été assez inquiet avec Alpecin parce que je regardais un petit peu la manière de faire d'Alpecin. Et en fait, ils étaient très longtemps derrière. Ils étaient très longtemps vraiment en troisième rideau, quasiment, quand le peloton était groupé. Et puis, à 3-4 km de l'arrivée, ils sont pas mal sur un bord de la route, avant d'entrer sur le circuit. Alors là, je me dis, tiens, c'est pas mal. Et puis, ils redisparaissent quand on rentre sur le circuit. Voilà, ils sont débordés par Jumbo, ils sont débordés par d'autres formations. Et là, je me dis, ah, ça va peut-être être compliqué aujourd'hui pour Philipsen. Et puis non, il a été intelligent parce que il s'est mis un petit peu en embuscade. Et puis ils se sont dit avec Van Der Poel, comme il y a du vent de face sur la ligne droite finale, il y a 800 mètres, on a le temps de remonter. Et oui, ils ont le temps de remonter à l'aspiration. Et Van Der Poel déclenche pile au bon moment. Avec sa force physique, il arrive à déborder le travail qu'avait fait Uno X. Et ensuite, Philipsen, il a juste à conclure. Aujourd'hui, 90% du boulot a été fait par Van Der Poel. Et je dirais 10%, vraiment le final, ça a été fait par Philipsen. Mais vraiment, Van Der Poel a fait 90% du job aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas vraiment grand-chose autre à dire. C'est qu'il peut dire merci à Van Der Poel. Il a vraiment été fantastique. Il a fait vraiment du très très bon boulot. Et c'était vraiment du très très bien ce qu'a fait Van Der Poel pour Philipsen qui a fait vraiment du très très bon travail parce que là quand on regarde au kilomètre il est assez long, enfin aux 700 mètres ils sont assez loin, ils sont derrière Adrien Petit et en fait ils vont réussir à remonter dans la roue des Lidl Trek. Et c'est ce qui va leur permettre vraiment d'aller chercher la gagne. C'est tout ce travail qu'ils ont fait à l'aspiration. Et ensuite, tu as Van Der Poel qui fait un peu déménageur sur Girmay, qui a sorti un petit peu l'épaule. Et c'est lui qui fait le job pour Philipsen. Et ensuite, Philipsen, il sort pile au bon moment. Il n'a plus qu'à faire son sprint. Caleb Ewan, il tente de prendre l'aspiration, hein, mais il est trop juste. C'est vraiment... À deux, ils ont fait le travail parfait. Vraiment, ils ont fait un travail formidable à deux. Contrairement au réalisateur. Là, je vois encore le réalisateur. Donc, la caméra à l'arrivée, elle est désaxée. Parce que je suis en train de revoir le dernier kilomètre. Et en plus, il fait des zooms ignobles sur Wareskjold et Zingley. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire en réalisation, il le fait, Anthony Forestier. À ce niveau-là, c'est du talent presque. Hein, parce que pour réussir à gâcher autant d'images, il faut avoir un sacré talent. Je continue avec Caleb Ewan et une caméra désaxée. Alors que là, tu vas pas me faire croire qu'on pouvait pas faire une caméra plein axe. Hein. Alors les caméras désaxées, c'est ce qu'on a notamment sur le Tour de San Juan. Je trouve ça ignoble. En plus, tu n'arrives pas à savoir où est la ligne d'arrivée, la manière dont ils filment. C'est-à-dire, tu sais pas si la ligne d'arrivée elle est dans 10 mètres, dans 15 mètres, dans 20 mètres, parce qu'ils zooment tellement là que tu vois plus la ligne d'arrivée. Donc, tu n'as pas de référentiel. Et en plus, t'as l'impression qu'il y a un mec qui est tout devant qui gagne alors qu'il gagne pas du tout. Enfin, ça fait des fausses idées. Enfin, je trouve ça terrible. La caméra désaxée, je trouve une idée à la con. Mais bon. On poursuit avec... il faudrait filmer en caméra hélico en fait. C'est ça la meilleure vue, c'est la caméra hélico pour savoir qui gagne un sprint. Du côté de Caleb Ewan, c'est dommage qu'il n'ait pas un train. C'est dommage, hein, parce que l'Auto Destiny, dans le final, il manque du personnel. Alors là, il n'a pas de chance, Jasper De Bust, il n'est pas encore à son top au niveau conditions physiques. Mais comme d'habitude chez l'Auto, c'est un sprint, je dirais presque typique de la Lotto Destiny. C'est-à-dire que jusqu'à 2 km et demi de l'arrivée, ou je dirais 4 km de l'arrivée, ils sont très bien. Et puis ensuite, ils disparaissent. C'est-à-dire dans le Money Time, il n'y a plus personne. En plus, pas de chance pour que les Ewan, Guarnieri et Jacobsen tombent en même temps. Et ça fait la cassure, mais c'est dommage parce que le jour où il aura un vrai train, Caleb Ewan, il pourra gagner des sprints. Moi, si j'avais un truc à dire au patron de l'Auto Destiny, c'est faites un vrai train, nom de Dieu, chez l'Auto. Vous avez des super sprinteurs, mais vous n'êtes pas foutus depuis 6 ans de faire un train. Déjà, Greppel, il n'avait pas un train de qualité.
Il arrivait à gagner des sprints, mais il n'avait pas un train de qualité par rapport à Cavendish à l'époque, par rapport à Kittel, Degenkolb. Il avait un train qui était bien moins bon que ces coureurs-là. Faites un train, nom de Dieu. Démerdez-vous, faites un train. C'est pas compliqué. Et pas avec Guarnieri, parce que Guarnieri, si il a été viré de la Groupama FDJ, c'est qu'il y avait des raisons. Hein, c'est que, bon, même Arnaud Démare, il n'en pouvait plus de Guarnieri. Donc à un moment, c'est pas la bonne idée. Si vous voulez gagner des courses, c'est pas compliqué. À un moment, il faut faire des trains. Je poursuis. Du côté des coureurs au top, là, je regardais encore le final mal filmé. Je continue avec Bauhaus parce que, encore une fois, alors déjà Cavendish, j'en ai parlé hier. Et en plus, je sais pas trop comment il fait son sprint Cavendish parce que c'est tellement mal filmé qu'on ne le voit pas. Mais du côté de Cavendish, je trouve qu'il fait du côté de Bauhaus, encore une fois présent dans le sprint à l'arrivée. Hein, il prend une belle troisième place. Il peut rien faire face aux deux de devant. Il n'est pas assez accompagné je pense, pour pouvoir aller chercher Philipsen. Caleb Ewan, ça reste aussi du bon niveau. Mais je trouve que Phil Bauhaus, il fait vraiment un très bon début de Tour de France et il répond à mes attentes. Je trouve que c'est un coureur, Bauhaus, qui est sous-estimé sur les sprints. Que ça soit d'un point de vue suiveur du cyclisme, mais que ça soit d'un point de vue également équipe. Parce qu'on ne lui a jamais vraiment donné un point sur pilote, à part l'année où il lui avait mis Cavendish sur le Tour d'Arabie Saoudite. Pas de poids, après il y a eu la Covid. Et très souvent, on l'a mis sur des courses de merde. On ne lui a jamais donné vraiment les moyens de réussir à Bauhaus. J'espère qu'en voyant ça, ils vont se dire chez Bahrain Victorious qu'on a un sprinter de classe mondiale et que si on lui met un train, et Bauhaus, ça fait partie des mecs qui doivent avoir un train. Pour moi, c'est un sprinter de train. Il peut gagner autant de sprints que Groenewegen, que Jacobsen, que des mecs comme ça. Mais il faut lui donner un vrai train. Si on ne lui donne pas un vrai train, il ne peut pas faire du bon boulot. J'espère que du côté de la Bahreïn, on le comprendra dans les années à venir, dès la prochaine période des transferts, parce que là, c'est quand même fou. Fred White fait pas de boulot pour Bauhaus. Il n'y a que Mohoric, en fait, qui bosse pour Bauhaus. Dingue, il y a Fred White. Fred White, il bosse pas pour Bauhaus. Je trouve ça, en termes d'organisation, je trouve ça quand même assez chelou, mais bon. Comme quoi, on ne croit pas trop en lui dans cette équipe, hein, quand même. Hein, c'est assez... Tu sais qu'il a que 5 grands tours à son actif. Je crois qu'il n'a jamais eu une équipe à son service sur les grands tours. Ce qui est quand même assez rare. Donc, à un moment, bon, Bahreïn. Vous avez pu, Colbrelli, donner à Bauhaus les moyens de s'exprimer. Sinon, il ira dans d'autres équipes. Hein. Bauhaus, il pourrait intéresser d'autres formations. Je ne sais pas s'il est en fin de contrat. Je n'ai pas regardé. Bauhaus. Non, il est encore 2024. Mais c'est fou, hein, parce que 20 victoires dans sa carrière et 4 grands tours. Il n'en a même pas 5, il n'en a que 4. C'est son premier Tour de France, il a 2 Giro, une Vuelta. Et ses résultats sur les grands tours. Jusqu'à maintenant, sur ces 2 tours d'Italie, il avait pris une 2e place. Et sur la Vuelta, il avait pris une 5e place. Donc en plus, c'est un mec qui sait être performant sur les grands tours, quoi. Le jour où on lui donnera une vraie équipe autour de lui, il pourra faire du bon boulot. Parce que l'année dernière, sur le Giro, on roulait pour Landa. Donc, la start list, hop, autour de lui, c'était Sutterling. Parce que c'était Landa, Bauhaus, Bilbao, Buitrago, Novak, Pouls, Sutterling, Tratnik. Il n'a jamais eu d'équipe à son service. C'est quand même terrible. On passe maintenant au bonnet d'âne. Pas mal de bonnets d'âne aujourd'hui sur cette étape. Comme j'ai peu mis les bleus en avant, j'ai décidé de mettre pas mal de bonnets d'âne. C'est mon côté sadique. Je commence avec Varechkjold. Ce qu'il a fait devrait être sanctionné aujourd'hui dans le cyclisme. Ce qu'il a fait, c'est-à-dire de causer la chute d'un autre coureur sur une phase de sprint à cause d'une erreur d'inattention. Parce que c'est une erreur d'inattention, il a regardé derrière. Quand tu fais un sprint, tu regardes devant, tu ne regardes pas derrière. Et quand tu t'écartes vers l'extérieur. Je suis désolé, mais il y a un moment du côté de l'UCI
au lieu de se présenter à la direction du CNOSF, il faudrait peut-être réfléchir au règlement. Ça fait depuis des années, là aussi, c'est pas nouveau, que je dis qu'il faut sanctionner les coureurs qui ne s'écartent pas correctement, les poissons pilotes qui ne s'écartent pas correctement dans les sprints. Warishkiold, il fait ce que font plein d'autres poissons pilotes, c'est pas le seul à le faire. Il s'écarte en plein milieu du peloton. Donc ça déjà, premier danger, première chose qu'il faudrait bannir. C'est-à-dire que les poissons pilotes, il faut qu'ils s'écartent. Quand ils font ça, les poissons pilotes, il faudrait mettre une sanction à 50 points UCI et 75 points UCI. Ça ferait peut-être réfléchir un petit peu dans les équipes. Deuxièmement, alors qu'il a il peut faire autrement. Il peut vraiment se décaler sur il faudrait qu'il se décale sur le côté. Là, il se décale contre les balustrades au milieu du peloton. Et en plus, déjà c'est une heure. En plus, il regarde dans son dos et il cause à cause de la chute de Zingley. Je suis désolé, mais ça devrait être sanctionné. Je termine avec Uno X rapidement. Warishkiold, il a quand même fait un gros boulot pour Christophe. On voit qu'Alexander Christophe, il a plus les jambes de ses 25 ans. On va dire ça comme ça, parce que vu comment Warishkiold l'a emmené, normalement Christophe, il doit être dans le top 5 de l'étape. Il finit 8e, je crois, aujourd'hui. Ce qui est quand même pas dingue, 7e, pardon, devant Luka Mesgeck, derrière Van Poppel, ce qui est quand même pas dingue de la part de Warishkiold, donc je m'attendais à mieux. Mais voilà, ouais. C'est mal fait. Jordi Meeus, on a bien fait de ne pas prendre Sam Bennett chez Bora. Quand j'ai vu le travail qu'effectuait Bob Jungels, à 5-6 km de l'arrivée, je me suis dit, faut pas qu'il se plante Coco, parce que sinon il va passer pour un con. Il finit 15e de l'étape, c'est Van Poppel qui fait 6. C'est quand même triste. Triste. Alors je sais bien que Van Poppel c'est quelqu'un qui a une bonne pointe de vitesse, mais je pense pas que c'était le leader sur ce sprint. Ou soit du côté de chez Bora, on comprend vraiment pas leur stratégie. Mais putain, il y avait tellement mieux à faire, quoi. Putain, Meeus, parle d'un mec qui a gagné Paris-Bourges. Non, mais sur une arrivée comme ça, vu son physique, vu ses capacités en puissance, il est capable de faire mieux que ce qu'a fait Van Poppel, ça c'est clair et net. Et il doit être dans le top 5 sur un sprint comme ça. Sur un sprint comme ça, vu le travail qu'effectue la Bora, je trouvais pas un travail si mauvais que ça. Ils font pas un travail catastrophique du côté de la Bora. Il est bien placé à 4 km. Il est dans un petit cocon par rapport à un Brian Cocard ou à d'autres coureurs qui sont obligés de... Par rapport à Cavendish, par exemple, qui, sur les 8 derniers kilomètres, a dû changer de roue 150 fois, qui est emmené que par Luis Leon Sanchez, quasiment. Je pense que, voilà. Du côté de la Bora, on a bien emmené. Pas réussir à faire mieux que 15e sur un sprint comme ça, bon, c'est quand même tristoun, quoi. Surtout que tu sais que tu es attendu. Tu sais qu'on n'a pas pris le sprinter qui était prévu, qui était Sam Bennett. Ça fait un peu mal au cul, quoi. Donc, oui, je me dis qu'ils ont bien fait de ne pas prendre Sam Bennett. Parce qu'avec Sam Bennett, là, ils auraient peut-être gagné l'étape aujourd'hui. Voilà. Parce que Sam Bennett, il sait faire sur les sprints quand même. Et sur les sprints un peu merdiques, il sait faire, Sam Bennett. Après, ça, c'est le choix de l'équipe Bora. Mais je trouve ça un peu tristoun, voilà, le sprint de Jordi Meeus. Moi, après, vous savez que Jordi Meeus, ça fait partie des coureurs que j'ai jamais vraiment compris, les mecs qui le trouvaient super bon sprinter ou bon sprinter. Moi, j'ai jamais été vraiment emballé par Jordi Meeus. Je sais qu'il y a des mecs qui aiment bien ce sprinter-là. Moi, j'ai jamais vraiment compris. Mais bon, peut-être que je suis passé à côté de ça. Des fois, je passe à côté de certains coureurs, mais Jordi Meeus, j'ai jamais été... follement passionné par ce coureur. Je poursuis avec Mats Pedersen. Contretemps, chez Lidl Trek, ils n'ont pas été dans le timing. C'est dommage parce que là aussi, tu as Quinn Simons qui fait du boulot, mais il fait du boulot beaucoup trop tôt. Quinn Simons, il faut l'utiliser pas avant 2 km. Je pense que c'est un mec qui peut être formidable, Quinn Simons, dans un rôle entre 3 et 1 km de l'arrivée. Le rôle qu'ont des coureurs comme... ce qu'a fait un peu ce qu'on fait un peu Tige Bennett et Van Hooijdonk du côté de la Jumbo, il doit avoir ce rôle là.
Sauf qu'il est utilisé à avant 5 km de l'arrivée, comme si c'était Rémi Cavagna. Quinn Simmons, il s'est manœuvré dans le peloton, et il doit être utilisé après. Il est utilisé trop tôt. Et après, bon, pas de chance pour la Lidl Trek, c'est qu'ils sont jamais dans le bon timing. C'est-à-dire que sur les 3 derniers kilomètres, ils sont jamais placés où ils doivent. Donc ils font des efforts, ce qui fait qu'ensuite ils se retrouvent à contre-temps. Ils sont obligés de remonter 150 fois. Et ça leur coûte très cher. Et ça coûte très cher à Pedersen, qui se retrouve 10e. Et ce qui fait qu'un peu comme sur le Giro, hein, pour Pedersen, pour le maillot vert, bah, c'est déjà quasiment mort, hein, pour Mats Pedersen, parce que j'ai pas le classement du maillot vert s'il vient de s'afficher. Philipsen a déjà 150 points, alors que Pedersen en a seulement 59. C'est-à-dire qu'il a déjà quasiment 100 points de retard au bout de 2 jours de course, au bout de 2 sprints. S'il ne gagne pas à Bordeaux et que Philipsen ne fait pas 10 à Bordeaux, ça sera très compliqué pour la suite, à part si ensuite Philipsen abandonne, hein, ce qui peut toujours arriver. Mais même parce que quand tu regardes un Cavendish et 3 points devant, un Caleb Ewan et 14 points devant, donc c'est pas fou, quoi. C'est pas foufou et c'est dommage. C'est dommage pour Pedersen parce qu'il venait avec des ambitions. Après, c'est pas simple non plus d'enchaîner Giro et Tour, surtout que le Giro a quand même été sacrément dur pour les sprinters. Mais comme il avait abandonné à mi-Giro, ça pouvait être pas mal. Mais il prend du retard sur le maillot vert et bon. Là, c'est vraiment un souci de timing du côté de chez Lidl Trek, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit mieux placé au kilomètre. Vu où il est placé au kilomètre, il ne peut pas faire des merveilles, Pedersen, et c'est dommage parce qu'il a l'équipe pour le placer. Sam Welsford, bah, le rond-point a eu raison de Sam Welsford, alors lui il finit très loin aujourd'hui, hein, fait le Welsford, mais ouais, il est... Alors c'est compliqué pour DSM parce que DSM ils ont toujours eu cette stratégie-là. C'est qu'ils protègent à la fois le sprinter et leur leader du général. C'est-à-dire qu'ils font un train unique, contrairement à d'autres équipes qui vont faire un train pour le sprinter et un train pour le leader du général. Eux, ils font un train unique, où Romain Bardet se retrouve dans les dernières roues avec Welsford. Et je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée du siècle. Alors oui, tu as une force collective de cette manière-là, plus importante que si tu n'avais que 2 coureurs pour Welsford et 4 coureurs pour Romain Bardet. Mais le problème, c'est que je trouve que Romain Bardet, il bouffe du vent avec sa stratégie-là, et souvent ils se perdent. Parce que Romain Bardet... et pourtant, Romain Bardet, c'est pas le moins habile, hein, sur les sprints. C'est un peu comme Warren Barguil, c'est des mecs qui ont déjà emmené des sprints pour des coureurs, mais c'est pas sa spécialité. Et c'est pas le meilleur rouleur du monde, Romain Bardet, hein, on est d'accord là-dessus. Et Welsford, bah, ils le perdent dans le rond-point parce que ils sont... En fait, le rond-point, il doit être à 4 km de l'arrivée, un truc comme ça. Un peu plus de 4 km de l'arrivée. Mais 1 km avant, ils sont complètement débordés par les autres équipes. C'est-à-dire jusqu'à 7 km de l'arrivée, ils sont bien, tu vois, ils sont tranquilles, ils sont posés, ça roulotte. D'un coup, ça accélère à l'approche de ce rond-point-là. À 1 km du rond-point, ça accélère. Et là, ils se font déborder de toutes parts. Et donc, ils sont complètement à la rue. Quand le rond-point arrive, il fallait passer sur la gauche sur le rond-point. Bah, pour eux, c'était fini. Et vu l'effort qu'est obligé de faire Welsford, bah, après, tu perds tous tes poissons pilotes, tous tes mecs pour te remonter et c'est fini. C'est dommage parce que c'était vraiment un sprint pour Sam Welsford. Parce que c'était pas très dur. L'étape, on n'avait pas roulé très fort. Et il y avait de la largeur sur la piste, donc ça pouvait être un petit peu nerveux. Et il aime les sprints un peu nerveux, où il y a des belles lignes droites comme ça, où ça remonte un petit peu dans tous les sens. C'est comme ça il avait failli s'imposer sur les 4 jours de Dunkerque parce qu'il avait été déclassé. Mais c'est vraiment le type de sprint qu'il aime. Bon, il est passé à côté. Il faudra maintenant qu'il attende l'étape de Bordeaux. Mont-de-Marsan-Bordeaux, ça sera vendredi. Je suis inquiet pour cette étape-là au niveau de l'arrivée. Je trouve que c'est... On n'a pas l'impression comme ça sur la carte que c'est merdique, mais pour avoir déjà été une fois à Bordeaux et être une fois passé par les quais de la Garonne, c'est merdique, les quais de la Garonne. Pour l'avoir fait en bagnole, c'est merdique, et en plus il y a des pavés. Jacobsen. Jacobsen. Bah, pas le bon timing aussi, hein. C'est un peu comme pour Pedersen. Ils ont jamais trouvé l'ouverture. C'est-à-dire, hier, ils ont considéré qu'ils avaient lancé trop tôt. Moi, je considère que ce n'était pas le problème numéro 1 hier. Ils se sont fait enfermer, en fait, hier. Après, c'est eux qui... Moi, j'avais pas l'impression qu'ils avaient lancé trop tôt. Je trouve qu'ils avaient bien utilisé Cavagna. Je vous en avais parlé hier. J'avais dit,
Ils ont plutôt bien utilisé Cavagna, mais bon, eux, ils ont considéré qu'ils ont lancé trop tôt. Bon. Donc ils ont décidé de rectifier le tir, mais alors là, ils étaient en troisième rideau. Ils n'ont jamais trouvé l'ouverture. C'est-à-dire qu'ils ont essayé à plein de moments, mais ils n'ont jamais réussi à trouver l'ouverture. Jacobsen, quand il tombe, il doit être 60e place dans le peloton. Donc de toute manière, même s'il n'était pas tombé, Jacobsen, il n'aurait pas fait le sprint. C'est dommage parce que pour Jacobsen, c'était 2 sprints très très bien pour lui. Quand on sait que c'est quand même pas le mec qui grimpe le mieux en montagne. L'année dernière, les sprints en 3e semaine, notamment Champs-Élysées, il avait plus du tout les cannes en 3e semaine. C'était quand même des belles opportunités pour Jacobsen. Bon, ça c'est pas du tout bien goupillé pour lui, mais c'est pas la faute de Jacobsen pour moi, c'est la faute de son équipe qui vraiment aurait dû se mettre à l'avant beaucoup plus tôt. J'ai pas compris pourquoi ils étaient comme ça en deuxième rideau, vraiment en position d'attente. Sur une arrivée comme ça, où ça n'a pas roulé de la journée, parce qu'on doit être à 40 de moyenne, tu ne pourras pas remonter le peloton quand ça s'active. Parce que quand ça s'active, tout le monde va être capable de rouler à 60 pendant 10 minutes. Donc tellement ça n'a pas roulé pendant la journée. Donc il faut être placé. Et pour moi, le fait de vouloir être en deuxième épaisseur sur un état comme ça, c'était une erreur. Et bon, ça n'a pas pardonné. Ils n'ont jamais trouvé l'ouverture. Pendant 7-8 km, ils ont tenté. C'est la lomée, gauche-droite. Jamais trouvé l'ouverture. Ça a été un échec complet pour cette équipe. Eh bien, on a fait le débrief de cette étape. Demain, les Pyrénées, avec Marie Blanc notamment. Présentation d'étape demain 7h. Débrief à 17h sur TikTok, à 21h sur YouTube. J'ai oublié de vous parler du sondage. J'ai oublié le sondage. Il y avait une question que vous avez posée. Qui vous voyez vainqueur? Pour vous, qui va gagner l'étape 4? Philipson 47%, Bauhaus 4, Samuel Sword 5, Varechkol 2, un autre coureur 43%. Donc il y a 47% des gens qui avaient la bonne réponse. Nous, on se retrouve donc demain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!